Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Profitons tant qu'il y en a encore. Cette semaine, on danse avec l'école Open Movement qui nous prouve que cet art n'a pas d'âge. Ensuite, découverte du spectacle On s'en ira, programmé à l'usine à gaz les 29 et 30 octobre. Courez-y car ils ont encore la chance de pouvoir le jouer en images et en photos. On s'intéresse au parcours du photojournaliste Gilles Caron pour une double exposition à la Galerie Focale, mais aussi au Château de Nyon. Pour commencer cette émission, impossible de ne pas passer à côté des annonces du Conseil fédéral. Entretien avec le directeur d'Opus One, Vincent Zaguer. Coup de massue pour la culture. Le Conseil fédéral interdit les manifestations de plus de 50 personnes. Avec cette limitation, les milieux du spectacle sont évidemment sonnés. Du côté des activités culturelles non professionnelles, le chiffre est limité à 15 personnes. Dans ce contexte, comment pourront survivre les concerts et les salles de spectacle? On en parle avec vous. Vincent Zaguer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur d'Opus One. Permettez-moi de commencer cette discussion de la manière suivante. Comment ça va? Moyen. Écoutez, non, c'est compliqué. Hein. On est toute la culture, mais pas que, est dans une situation préoccupante. Les annonces d'hier auxquelles on s'attendait, c'est vrai, nous plongent dans une incertitude qui dure depuis 8 mois et qui va continuer à durer plusieurs mois encore. Et ce qui nous inquiète, c'est de savoir si les aides sur lesquelles on a pu compter ces derniers mois de la part des cantons et de la Confédération seront maintenues, dans quelles proportions, selon quelles règles, parce qu'aujourd'hui, on est sans ressources, sans revenus depuis passablement de mois et la situation est tendue. On a l'impression de vivre un peu un jour sans fin. Hein. On vous recevait sur le plateau le 12 mars. Qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant? Alors, entre avant et maintenant, pas grand-chose, puisqu'on a fait notre dernier spectacle le 6 mars, et puis qu'on a fait notre premier spectacle le 3 octobre, pour arrêter peu de temps après. On a, entre-temps, annulé ou reporté pas loin de 150 spectacles, et puis ça va continuer encore. Donc, ce qui a changé, c'est finalement la manière de se projeter dans notre métier, dans les projets, l'incertitude qui règne, que la situation sanitaire entraîne. On sait bien que personne n'en est responsable, mais elle nous empêche clairement de pouvoir projeter, planifier, imaginer des projets, ou du moins on essaye. Mais on constate que depuis 8 mois, on tricote des projets, qu'on détricote ensuite, qu'on déplace, qu'on reconsidère, qu'on redimensionne. Donc à la limite, c'est plus compliqué de désorganiser que de construire. Oui, c'est plus compliqué, puis c'est surtout très vain. Vous savez, le mythe de Sisyphe, c'est celui de ce pauvre Sisyphe qui roulait son rocher jusqu'en haut de la montagne et qui redescendait à chaque fois. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a aujourd'hui. Soit le mythe de Sisyphe, soit l'image du hamster qui tourne en rond dans sa cage et dans sa petite roue. Il n'y a pas de perspective dans ce domaine-là, donc on doit se faire à cette idée, qui est compliquée, parce que notre vocation, c'est de construire des spectacles, c'est de remplir des salles, c'est de voir des théâtres qui sont pleins, c'est d'avoir des artistes sur scène. Et puis tout ça est contrarié depuis de nombreux mois, et c'est compliqué à vivre. Durant cette saison estivale, combien de spectacles, concerts vous avez pu organiser? Aucun. Zéro. Absolument zéro. Cet automne, c'est tout. À partir du moment où les événements de plus de 1000 spectateurs étaient de nouveau autorisés, donc c'était le cas depuis le 1er octobre, avec des conditions assez dures, drastiques, mais on s'est vraiment consacré depuis la rentrée de septembre à la mise en place de plans sanitaires, de concepts sanitaires pour pouvoir jouer. Je pense qu'on a joué le jeu et que ça fonctionnait bien. Je veux dire par là qu'il n'y a pas eu aujourd'hui en Suisse de cas de contamination dans un théâtre ou dans une salle de concert. Donc c'est un peu frustrant et difficile pour nous, même si l'urgence sanitaire, c'est quelque chose que nous comprenons, mais de se dire qu'on a fait tout juste. On a suivi à la lettre les prescriptions qui nous ont été imposées, mais malgré ça, on est contraint d'y renoncer une nouvelle fois. Et on ne sait pas combien de temps ça durera. Hein. Vous savez, les dernières mesures qui ont été annoncées hier le sont pour une durée indéterminée. Donc on s'attend, nous, à ce que la perturbation prenne encore de nombreux mois. Sans délai, justement. Vous êtes toujours à 18 collaborateurs à Opus One? Toujours, absolument, absolument. On bénéficie comme
comme la plupart des entreprises culturelles et des entreprises très impactées par la situation du Covid et par la crise du Covid, des RHT, ce qui permet de mettre les gens au chômage partiel, mais de préserver leur emploi pour l'instant, et ça c'est important, parce que c'est aussi un savoir-faire et des compétences qu'on préserve. Les métiers qu'on fait sont particuliers. Mais vous nous disiez justement, lorsque vous étiez venu le 12 mars, que c'était une situation que vous pouviez vivre à court terme. Aujourd'hui, on est presque dans le long terme déjà. On est 8 mois passés, c'est déjà du long terme, et puis l'année est bientôt là, et on y arrivera cette année. C'est une certitude aujourd'hui qu'on sera arrêté longtemps. Vous savez, je vous disais peut-être aussi à ce moment-là qu'on avait le sentiment, et on en a la certitude aujourd'hui, qu'on a été les premiers arrêtés, c'était fin février, et on sera sans doute les derniers à être autorisés à revenir avec nos collègues du sport, avec l'industrie du tourisme aussi. C'est certain que c'est pour nous beaucoup plus long que pour les autres, et on est très très fortement impacté. On sait que Paléo se donnait jusqu'à la fin de l'année pour décider ce qu'il en était de l'avenir, mais là, c'est carrément foutu. Très peu de raisons d'y croire pour l'avenir. C'est difficile pour moi de répondre à la place de Paléo, mais je sais que le festival, comme tous les festivals de Suisse, et d'ailleurs se pose les mêmes questions. C'est jusqu'à quand est-ce qu'on peut différer la décision de faire ou de ne pas faire? Quelles sont les conditions cadres pour pouvoir faire un festival en plein air? Et c'est complexe parce que la plupart des réponses à ces questions, elles n'existent pas aujourd'hui. Donc il va falloir attendre encore un peu. Et puis, ce qui veut dire qu'on est de nouveau dans cette dominante d'incertitude qui rend la mise en place de projets de fait impossible. Est-ce que vous auriez préféré qu'on interdise, qu'on ferme carrément les théâtres, les salles de spectacle, plutôt que de vous autoriser à 50? C'est quoi l'enjeu là derrière? C'est financier? Je ne sais pas. Nous, 50, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. On est, en tant qu'organisateur privé, on se finance avec la billetterie. Imaginez 50 billets, ça ne couvrira même pas les frais de location d'un théâtre. Donc ça n'est tout simplement pas possible. Pour d'autres acteurs culturels, je regardais les différentes réactions, subventionnés notamment, certains peuvent le faire, décident de le faire, comme un geste sans doute militant, et puis d'autres renoncent, parce qu'ils se disent aussi que dans un théâtre de 4 à 500 places, d'avoir 50 personnes perdues au milieu, ce qui fait le sel et le sens d'un spectacle, c'est cette interaction entre l'artiste et le public. Mais quand votre salle résonne parce qu'elle est vide, est-ce que c'est vraiment rendre service aux artistes de les envoyer dans une situation-là qui est difficile? Moi, j'ai vécu le 12 mars le cas d'un spectacle, c'était ici à Gland, au Théâtre de Grandchamp, un seul en scène d'un artiste avec lequel on travaille, dans une salle dont la jauge avait été fortement réduite, c'est-à-dire que c'était un rang sur deux, une place sur deux dans chaque rang. Et je me souviens qu'en sortant de scène, il me disait c'était difficile parce qu'on sent pas le public, on sent pas la salle, on ne sait pas si les gens sont là. Alors voilà, peut-être que certains considèrent qu'aujourd'hui c'est vraiment faire acte de militantisme que d'y aller malgré tout. Nous, on ne peut pas parce qu'économiquement ça n'a aucun sens. Et on le voit, vos yeux brillent quand vous en parlez parce qu'on a envie de retourner dans ces salles de spectacle, de vivre ces émotions. Ça nous manque à toutes et à tous. On aurait espéré voir des concerts cet été, il y en a eu quelques-uns ici et là, mais ceux qu'on connaît, ceux qu'on a l'habitude de pratiquer dans des grands festivals, dans des grandes salles, non, ça n'existe pas pour l'instant. Donc on essaye de rester optimiste. Quelles sont les solutions que vous voyez, ou est-ce que non? Écoutez, l'optimisme c'est nécessaire, mais il ne faut pas que ça confine à la naïveté non plus. Aujourd'hui, on est dans un optimisme quand même teinté d'inquiétude parce que, tout simplement, on voit qu'on n'a aucun moyen, au-delà même de la construction des projets qu'on fait habituellement. Notre métier, c'est d'être producteur et organisateur, donc de lancer des projets, de les monter. Au-delà de cet enjeu-là qu'on ne peut pas réaliser, mais même si on se projette plus tard dans le futur, on n'a pas de ressources, on ne vend pas de billets, donc on n'a pas de quoi vivre. Et si les aides qu'on nous accorde s'arrêtent, c'est fini. Tout simplement. Donc, ce qui vous soulagerait, ça serait d'avoir un cas de rigueur aujourd'hui dans le culturel. Oui, je pense, mais on est, de fait, il faut aussi voir que les choses se mettent en place, que la perception politique, notamment des difficultés du secteur de la culture, mais aussi du tourisme, voire de certaines industries, elle est là. On constate que la perception existe, que la prise en compte de nos réalités existe petit à petit, et puis que des choses se mettent en place. Parce qu'on a parfois entendu, désolé, on a parfois entendu l'inverse justement, que certains artistes n'étaient pas pris en considération, qu'ils avaient fait des demandes, qu'ils n'avaient pas été aidés. Non, alors on voit bien que le tamis, il n'a pas permis de prendre en compte, d'arrêter tout le monde. Certains sont tombés, et puis il y a des corrections qui se sont faites.
Le système n'est pas parfait. Moi, je dois dire que jusque-là, on a eu vraiment une qualité de réponse du côté des autorités cantonales, notamment, qu'il faut souligner. Le canton de Vaud a très bien fait son travail et j'espère qu'il continuera à le faire parce qu'on en a besoin. Mais c'est le paradoxe de nos activités. On a toujours travaillé depuis des années sans subvention, donc à nos propres risques, en finançant nos projets nous-mêmes et grâce aux spectateurs qui viennent assister au spectacle qu'on fait. Aujourd'hui, on n'est plus en mesure de le faire. Les gens n'achètent plus de billets, c'est bien normal. Ils se demandent ce qui va se passer, ils sont inquiets. Le message général est plutôt anxiogène. Donc, on a besoin de ces aides pour passer cette très très mauvaise passe et espérer se relancer à l'issue de cette crise qui durera le temps qu'elle durera, ma foi. Et vous me disiez en arrivant que la nuit a été longue et certainement que les prochaines en seront ainsi. Comment ça va se passer? Beaucoup de réunions, j'imagine. Oui, beaucoup de réunions parce qu'on a des cas... Vous savez, chaque spectacle qu'on reporte ou qu'on déplace ou qu'on annule, c'est un crève-cœur, mais on a des cas encore plus complexes. Aujourd'hui, on est aussi producteur, on accompagne des projets qui naissent sur scène. Il y en a un qui doit commencer à Yverdon la semaine prochaine, qui s'appelle Caravane en chœur. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer. On est en train de parler avec des artistes, une équipe technique, une équipe artistique qui travaille depuis plus d'1 an à ce projet, qui le répète depuis plus de 4 semaines, et on est en train de l'annuler, purement et simplement parce qu'on ne pourra pas jouer. Donc ça, c'est des moments difficiles, ça nécessite de la concertation, ça nécessite du dialogue, et puis de chercher des solutions pour qu'un jour ou l'autre, ce projet puisse exister, en espérant qu'on trouvera la solution. Vincent Zaguer, directeur d'Opus One, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci à vous. Merci. Soucieuse des personnes âgées, l'école de danse Open Movement propose des cours aux personnes âgées et prouve surtout que la danse n'a pas d'âge. Reportage en images dans un EMS de la région qui a tenu à rester secret. Donc l'idée est qu'on se repousse de la terre, d'accord? Chaque fois que madame vient, je viens aussi. Ça fait du bien. Sur le moment, c'est pénible, mais ça fait beaucoup de bien. On la suit, elle est très vive. On la suit facilement, dans le fond. L'objectif de ces cours, faire bouger les personnes, ouais, et éviter de dire que c'est la gym, d'accord? C'est influencé par l'expression primitive. On travaille sur le rythme primitif, ce qui est la musique africaine, vous avez entendu, et on travaille le geste, la voix, et il y a toujours une symbolique. Quelques années en arrière, je suis retourné en Suisse et du coup, j'ai décidé de fonder Open Movement et j'avais 2 projets très distincts. Le premier, c'était de créer des cours pour les personnes âgées et en même temps d'ouvrir mon école, un centre de danse que j'ai appelé Open Movement. C'est important pour moi, ces 2 projets, ils ont été toujours importants pour moi parce que comme j'ai créé Open Movement, la danse est accessible à tout le monde. Et je voulais que ce soit aussi accessible aussi aux personnes âgées. Quand j'étais petit, moi j'allais toujours avec l'école dans des maisons de retraite et puis j'en sortais en pleurant et ça m'a touché. Et du coup pour moi c'était important de donner l'émotion, de faire danser aussi les personnes âgées. Je déteste aussi la solitude. Du coup, je dis comment est-ce qu'on arrive à combiner la danse en ne sentant pas la solitude. Et du coup, j'ai décidé de lancer les cours de danse dans les EMS. En général, c'est très gai. Mais vous arrivez avec un programme et il y a des fois où ça ne marche pas. Les gens, ils dorment, ils n'ont pas envie, ils ne sont pas là. Et d'un coup, il y a des fois où c'est juste magique. Tout le cercle, il fonctionne, il y a une unité dans le cercle. Et ça m'a beaucoup appris à vivre le moment présent. C'est vraiment un échange d'énergie et d'émotions entre la personne qui est en train de bouger et la personne qui regarde ou entre les personnes qui bougent en même temps. C'est juste un moment de plaisir, un moment de partage. Oui, un moment de partage et de mouvement. Et souvent on rigole parce que les personnes âgées, en général, ils n'ont plus rien à prouver, quoi. J'ai beaucoup de personnes qui se lâchent, mais elles s'en foutent, quoi. Et ça fait encore plus de bien. Mais bien sûr, ça fait du bien. Avec l'école, on a énormément des projets et puis on essaye toujours d'agrandir, d'aller toucher un plus vaste public, le plus grand public possible. On aimerait bien aussi
aller donner des cours pour les aveugles, pour les malentendants et pour tout le monde. La danse doit être pour tout le monde, il ne doit pas y avoir des barrières. C'est important. Une pièce inspirée par des enregistrements effectués au fil du temps et au cours de plusieurs repas partagés en commun avec des inconnus. C'est le spectacle intitulé « On s'en ira » par le collectif Clar, programmé par l'usine à gaz les 29 et 30 octobre à la salle de la Colombière. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Loïc Lemanac, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Chloé Lombard, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, cette pièce, comment est-ce qu'elle est née finalement? Elle est née, elle aussi, autour d'un repas. Dans une table. Comme une table, voilà, qu'on partageait donc les 4, puisqu'au début nous étions 4. Et on avait déjà travaillé ensemble à l'école, donc la manufacture, dans laquelle on était dans la même promo. Et on avait envie de se lancer sur un nouveau projet. Et on était autour de cette table et on s'est dit, mais en fait, le repas, tout ce que ça raconte, tout ce qui se dit autour d'une table, ça nous plaît. Et on a envie de se lancer là-dedans. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passait? Vous preniez rendez-vous avec des inconnus et puis là vous mangiez quoi? Enfin c'est quoi les consignes? Alors donc les consignes étaient claires, c'est que donc ils nous invitaient chez eux, nous on arrivait avec le dessert et les boissons et c'est puis le bon plan, hein. Voilà c'est ça exactement et après du coup eux s'occupaient du reste et puis donc ce qui était assez fou c'est qu'en fait une fois qu'on arrivait chez les gens on voyait aussi à quel point partager un repas c'est aussi rentrer dans l'intimité du foyer et puis un petit peu les règles qu'il y a entre les personnes et vraiment d'un repas sur l'autre, et ça changeait beaucoup. Et donc à partir de ces enregistrements, on a créé le spectacle aussi. Et donc ça, on est parti du particulier, mais après c'est quelque chose d'un petit peu universel aussi, avec la gêne de quand on arrive chez des gens qu'on connaît pas trop, la visite de la maison. Enfin, on a repris un petit peu les épisodes qui revenaient souvent dans les enregistrements. Ouais, il y a presque un travail ethnographique là derrière. Oui, il y a un travail ethnographique et puis il y a aussi un travail de réécriture qui ensuite va vers de la dramaturgie, comme disait Loïc, partir des petites histoires, de la micro-histoire pour ensuite en faire une grande histoire qui peut parler à tout le monde et pas juste aux personnes chez qui on est allé manger, mais bien sûr que ça part d'eux et bien sûr que ça part du réel. Les thèmes de discussion émergeaient de la part des personnes chez lesquelles vous étiez invités, c'est ça? Oui, alors après, bien sûr, c'était toujours dans la conversation, mais effectivement, comme dit Loïc, quand on est invité chez des gens, on est aussi invité chez eux, donc on rentre dans leur intimité, on découvre des souvenirs posés sur une commode ou juste une façon de cuisiner un repas. Ça peut aussi en dire long sur la vie des gens chez qui on était. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, finalement, en fait, qui nous partagent leurs frustrations, leurs rêves. Et puis, à partir de là aussi, enfin, de références dont on a pu parler, dont il a été question pendant les repas. Et on s'est servi de ça aussi pour partir vraiment complètement ailleurs. Par exemple, un repas, il était souvent question de la mer. Et du coup, dans le spectacle, on part vraiment dans la mer avec Moby Dick de Herman Melville, enfin, des choses comme ça, enfin, des références qui ont été glanées pendant les repas. On les utilise dans le spectacle pour partir complètement ailleurs à partir de la table où on partage juste un repas ensemble. Quoi. Ouais. Alors, je vous propose pas qu'on parte à la mer, mais qu'on parte sur scène pour découvrir quelques images. On s'en ira. Mais c'est parce qu'il y avait un cœur sur la cheminée qu'elle a acheté la maison. On l'a même fait reproduire sur le portail. Ah, le blason. C'est devenu le blason de la maison. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu cucu, hein. Ah, mais bon, voilà. Si, mais bon. Voilà, c'est ce qui nous a fait craquer. Et puis de toute façon, il a été arraché par la tempête. La tempête? Donc si vous avez des vestes, hein, le truc, c'est qu'on mette tout là. Ok. Ah, ok, super. Oui, voilà, ouais. Ah, oui, on a une mini tempête qui nous a arraché le portail. Pourtant, je comprends pas, c'était du solide. Voilà. On avait mis 4 vis. Ah oui, ok. Et donc, en fait, ici, vous êtes en train d'installer les étagères pour les livres. Pour les livres, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Là, au fond, on a fabriqué les étagères pour tous les livres en anglais, tu vois. Ah oui, alors là, en anglais. Et là, on fait les étagères et les bibliothèques pour tous les livres en français. Ah, en français, voilà, ok, d'accord. S'il te plaît, merci. Et là, on retombe dans le salon. Ah, et c'est votre chambre en même temps, alors? Non, alors c'est l'atelier, voilà. C'est là qu'on bosse. Voilà, donc ici, il y a son petit espace, tu vois, pour tous ses dessins. Ah, et moi, j'ai mon petit coin. Là. Ordinateur, voilà.
Alors Chloé, on vient de voir ces quelques images. Vous nous disiez qu'il y avait un travail d'écriture, de dramaturgie aussi. Quel a été du coup le fil rouge qui s'est dessiné de tout ça? Bon, on a en fait quand même gardé la dramaturgie du repas, on va dire, donc c'est-à-dire l'arrivée chez les gens, l'apéritif, le repas, le digestif, et puis les conversations qui peuvent continuer souvent tard dans la soirée, parce que ça a souvent été le cas. On a souvent passé beaucoup de temps en fait chez les gens. Donc la dramaturgie principale en fait reste celle-là, reste celle du repas. Est-ce que certains sont devenus des amis? Oui, je crois qu'on peut dire que oui, en fait. Bah ouais. Et puis bon, après, c'est aussi... en fait, ces enregistrements, on les a entendus tellement que, à force de les... Enfin, c'était juste un repas, mais finalement, c'est devenu tellement important. On a gardé un contact tellement intime, en fait, avec ces enregistrements qu'on n'a pas juste partagé un repas. On a passé beaucoup de temps à réécouter tous ces enregistrements. Donc et le fait de revoir ces images, vous souriez, on vous sent bien. J'ai l'impression que ça fait du bien aussi, surtout en ce temps de convivialité. Le spectacle continue à être joué, mais comment vous le vivez dans cette période un peu particulière? Alors nous, en fait, on a un peu un historique par rapport à ça, parce qu'on devait jouer le spectacle en mars, au moment justement où il y a eu le confinement, et on a été arrêté à 10 jours de la première. Et donc du coup là, on a repris le spectacle pour le terminer en fait au mois de septembre. Donc on a déjà eu un petit peu la réaction de ce que ça pouvait faire. Donc là, c'est en même temps, il y a quelque chose où, vu que ça parle beaucoup de convivialité, c'est important aussi de jouer ce spectacle-là qui est aussi léger, je pense qu'il fait du bien et qui fait sourire et qui rappelle un petit peu des souvenirs de quand on pouvait se retrouver tous à table. Est-ce qu'on peut se dire que dans les discussions, on se dit justement c'est des discussions qu'aujourd'hui on n'aurait plus parce qu'aujourd'hui à table finalement on parle tous du Covid? Je pense qu'on les aurait en tout cas différemment et aussi dans les gestes qu'on peut avoir à table, il y a des embrassades dans le spectacle, on boit dans les mêmes verres, tout ça aujourd'hui ce serait un peu plus difficile, mais justement c'est en fait important de pouvoir représenter ça encore et espérer qu'on puisse bientôt y revenir. Et surtout le revivre. Chloé Lombard, Loïc Lemanac, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la maison. Donc retenez ces deux dates, le 29 et 30 octobre à la salle de la Colombière à Nyon. Merci. Merci. Double zoom sur le célèbre photographe Gilles Caron. La Fondation Gilles Caron et le Château de Nyon proposent en partenariat une exposition consacrée aux photographes à découvrir jusqu'au 15 novembre au musée nyonnais et à la galerie Focale. Photographe reporter entre 1965 et 1970, il réalise plus de 500 reportages. L'exposition retrace ses plus beaux clichés au Château de Nyon mais aussi à la galerie Focale. Et à noter qu'une projection du film documentaire sur le photographe Histoire d'un regard sera diffusée le 31 octobre au Château de Nyon à 16h. Le rôle de la Fondation est de faire connaître l'œuvre de Gilles du grand public. Donc Gilles Caron est un nom connu des professionnels de la photographie, mais moins du grand public. On connaît certaines de ses photos, mais on ne les lit pas forcément à lui en tant que personne. Une icône dans son rôle, un peu un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui le photojournalisme. Un photographe de guerre, mais pas seulement. Donc on le connaît surtout pour certaines photos qu'il a fait à Paris en mai 68. On connaît certaines de ses photos qu'il a fait aussi au Biafra et au Vietnam. Mais sa photo reste actuelle. Les images que vous voyez aujourd'hui, que je découvre avec vous, sont tout à fait contemporaines. Lui disait, c'est pas parce qu'on montre une image violente qu'on est forcément juste, et c'est pas forcément être au cœur de la violence pour filmer la violence. Donc lui, c'est être à la bonne distance pour prendre, pour moi, de très très belles photos, de très très belles images. Il a vraiment un sens de l'esthétique, un sens du cadrage qui est évident. On peut aussi le constater dans ses planches contact. Quand on regarde une planche contact, si le photographe est un mauvais photographe, on va voir qu'il hésite beaucoup. Il va faire de nombreuses photos avant de trouver la bonne photo. Chez Gilles, c'est très rapide. On voit qu'il fait très peu de photos et il photographie souvent très très juste. Et ça, c'est une source, c'est une mine d'or en fait pour les chercheurs, que la Fondation puisse mettre à disposition des chercheurs les planches contact, puisqu'on comprend mieux, on peut mieux comprendre comment une photo naît. Il y a avant la bonne photo, après la bonne photo. Et c'est intéressant de voir ça sur les planches contact. Nous avions déjà collaboré par le passé avec Focale. C'était souvent des expositions
organisée par les membres de Focal même. Et cette fois, c'est la Fondation Gilles Caron qui expose donc à Focal. C'est Aurélien qui a imaginé la mise en scène et qui organise le montage. Moi, c'est une découverte finalement de ce qui peut se faire ici à l'intérieur avec un regard un peu autre. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'est une exposition photographique avec des images couleurs en cibachrome qui sont à la galerie Focal et la projection du film autour de Gilles Caron et une exposition qui est plus concentrée autour d'un hommage à son travail, autour de son œuvre, qui puisse accompagner le film et qui permette en fait de faire plutôt une discussion entre le film et les images exposées. Là, on a une image de Gilles. Je trouvais qu'il y a quelque chose, vu qu'on est aussi sur une exposition qui est liée à sa mémoire et tout, je trouvais que c'était important qu'on puisse le voir. Après, il y a cette image qui est iconique, quoi, qui est une image de mai 68, c'est très symbolique. Et en plus de ça, il y a toute la puissance en fait du mouvement et de ce qui va se passer. Et on a tous vu cette image un jour ou l'autre, sans peut-être savoir que c'était Gilles Caron, mais ça, c'est vraiment une image iconique qui rentre dans l'histoire de la photographie. Là, on est sur Kennedy et sa femme, et Jackie Kennedy. Mais il y a quelque chose de très beau. Il les a pas photographiés en face, il les a photographiés depuis l'arrière, donc il y a une intention aussi du photographe. Il y a presque quelque chose de prémonitoire. Je ne sais pas comment expliquer, je trouve. Alors c'est l'histoire qui a fait ça aussi, mais il y a quelque chose de très symbolique et très fort. Et quand on parlait d'un bon photographe avant, là il y a aussi toute l'intention en fait. Cette décision d'avoir gardé cette image. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie pour cette émission entièrement dédiée à la culture. On se retrouve très vite pour plus de culture, plus d'aventure. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour ce milieu. À très vite. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.